Bonjour, bienvenue à tous dans cette grande section de l'Université d'été de la e-santé 2019 consacrée au numérique, à la construction de meilleurs systèmes de soins grâce au numérique, aux objets connectés, voire aux objets intégrés dans nos corps, à l'intelligence artificielle, à ces modèles de prédiction en santé grâce aux données qui sont collectées, aux données qui sont analysées, placées dans des algorithmes. Et aujourd'hui, bien à mes côtés, on a la chance d'avoir avec nous deux personnes autour de cette table qui posent la question de manière crue, il faut le dire, de savoir si tout cela n'est finalement pas un danger pour l'humanité. Un danger pour l'humanité de manière générale, mais aussi pour chaque femme, chaque homme, chaque être humain en particulier. Question d'un médecin qui est neuro-oncologue, question d'un philosophe également. Et nous aurions dû avoir autour de cette table le point de vue d'un juriste, François Viala. Et malheureusement, François Viala a appris il y a quelques heures seulement le décès d'un proche. Il ne peut pas être des nôtres aujourd'hui, il s'en excuse. Mais néanmoins, ce soir, on a deux personnes, vous allez voir, qui vont nous interpeller collectivement, interpeller chaque chercheur, interpeller chaque soignant, mais aussi chaque patient que nous sommes tous de manière potentielle sur les dangers toujours plus grands d'une digitalisation de la santé. Avec des questions éthiques qui se posent, bien évidemment, pour tous les patients, puisque ce sont les premiers concernés, pas toujours malheureusement les premiers consultés. Question pour tous les soignants, pour tous ceux qui travaillent dans le secteur du soin. Et question aussi pour tous les techniciens, tous les éditeurs de logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est le cas notamment d'un des parrains de longue date de cette université d'été de la e-santé, Consort NT. L'une de ses filiales s'appelle Estia. Et se sont justement spécialisés en intelligence artificielle et en analyse de données. Et ils ne peuvent malheureusement pas non plus, eux, être des nôtres ce soir, mais ils tenaient absolument, d'une manière ou d'une autre, à participer à ce débat parce qu'ils sont au cœur de la recherche, au cœur de ce domaine, et que eux aussi se posent toujours des questions éthiques sur ce qu'ils font. Et je vous propose d'écouter à ce sujet Bruno Séguin, qui est directeur général adjoint du groupe Estia. Bonjour, j'ai le plaisir d'introduire au nom de Consort Group cette table ronde Intelligence artificielle et transhumanisme. Nous sommes heureux de compter cette année encore parmi les parrains de cet événement. Permettre un tel échange dans le cadre de l'université est une manière d'accompagner cette dernière pour le rayonnement de la région et l'essor du secteur. C'est aussi pour nous une façon de contribuer à l'éveil des consciences. Consort Group a choisi depuis maintenant plus de 3 ans de compléter son offre en se positionnant sur un axe data. Pour cela, il a intégré le groupe Estia, cabinet de conseil pure player de ce sujet depuis maintenant 10 ans, notamment grâce à l'intervention de sa centaine de data scientists. En tant qu'experts, nous voyons depuis quelques temps notre métier évoluer vers ce que l'on nomme communément l'intelligence artificielle faible, à savoir le machine et le deep learning et la mise en œuvre d'architecture big data. L'intelligence artificielle, ses incroyables atouts, mais aussi ses limites sont au cœur de nos préoccupations. Nous considérons l'évolution de nos compétences comme un bon indicateur de maturité des secteurs d'activité sur les sujets orientés data. De notre point de vue, l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé a véritablement fait un bond, grâce principalement au deep learning et plus précisément à la reconnaissance d'imagerie par ordinateur. Dans ce domaine, nos interventions se centrent aujourd'hui sur l'amélioration d'algorithmes de réseaux de neurones artificiels multicouches. Quel que soit le secteur d'activité et quel que soit le domaine concerné, nous sommes confrontés à 2 facteurs. Le rôle essentiel de l'expertise métier et de l'intelligence humaine, ainsi que la nécessaire définition et le contrôle du cadre éthique. Nous vous souhaitons une très belle table ronde et de très belles planches. Merci à vous. Voilà, Bruno Séguin qui tenait absolument à porter sa voix ce soir dans ce débat, c'est dire l'importance des questions techniques, éthiques, lorsque l'on touche à ces nouveaux domaines. François Berger, bonsoir. Vous êtes neuro-oncologue au CHU de Grenoble, chercheur également, avec toutes les nouvelles techniques de soins sur les tumeurs au cerveau, entre autres, donc qu'elles soient en technique de soins médicamenteuses, par de la chimiothérapie, par aussi d'immunothérapie, pourquoi pas de nanotechnologie avec des puces implantées demain dans notre corps, voire dans notre cerveau.
Jean-Michel Beignet, un philosophe parmi nous, ça fait du bien, toujours. Vous allez nous aider ce soir à prendre du recul, on l'espère, à nous poser les bonnes questions pour vous qui êtes professeur émérite de philosophie à la Sorbonne. Alors, vous avez déjà reçu sur cette même scène il y a 4 ans pour une table ronde qui nous avait bien secoué à l'époque sur le transhumanisme notamment. 4 ans plus tard, aux promesses du transhumanisme se sont ajoutées les promesses de l'intelligence artificielle. Je voyais encore il y a moins de 3 mois, en marge du Mobile World Congress de Barcelone, il y avait une conférence qui est enregistrée d'ailleurs, qui s'appelle « Si vous avez moins de 50 ans », je regarde tous ceux qui ont moins de 50 ans dans la salle, « Si vous avez moins de 50 ans, vous vivrez éternellement ». Ça, c'était le nom de la conférence qui avait mobilisé pas mal de monde. J'ai eu la promesse qui était en face. Jean-Michel Beignet, le transhumanisme, le mouvement, on pensait qu'il allait s'éteindre au fur et à mesure de ces dernières années parce qu'on n'avait pas beaucoup d'avancées technologiques. Mais en fait, non, il n'a pas l'air de s'éteindre. Ben non, il ne s'éteint pas, il se banalise, il se répand, il se diffuse. Je peux constater qu'en quelques années, les mots du transhumanisme sont passés dans le lexique courant. Par exemple on parle volontiers d'humain augmenté, comme si on pouvait lui associer quelque chose de bien précis. Les objets connectés font aussi partie de l'arsenal du transhumanisme, ou l'acronyme NBIC, qui est quand même un petit peu hard à première vue. Eh bien, maintenant, on parle des NBIC très très naturellement, et on convoque ces technologies convergentes presque comme si elles étaient devenues l'évidence. Pour nous, alors évidemment, je parle là dans les sociétés technologiquement développées, mais en tout cas, on peut dire que quand le transhumanisme apparaissait comme une monstruosité, une fiction, il y a 5 ans, 6 ans, aujourd'hui, des appels à projets de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, focalisent sur le transhumanisme. C'est devenu une tête de chapitre pour tous les cursus universitaires. Donc oui, là je crois qu'on peut dire que ils ont réussi leur coup. Ils, c'est-à-dire ces petits noyaux c'est pas des chercheurs, mais l'opinion publique qui entourait les grandes technopoles, qui ont orchestré cette question du transhumanisme. Ils n'ont jamais fait de prosélytisme à proprement parler. Ça n'était pas des sectes qui recrutaient, c'était simplement des gens qui orchestraient quelques informations plutôt hype, comme on les appelle. Eh bien, ils ont réussi leur coup à l'échelle de la planète, je pourrais dire. François Berger, vous partagez, vous dites que ces thèses que vous dénonciez fortement il y a 4 ans, les thèses transhumanistes, finalement se sont banalisées dans la société, y compris dans certains secteurs de médecine. J'étais surpris, là, je voyais au CES à Las Vegas, ça y est, on vous propose des implants à mettre dans le cerveau, une société américaine qui vous fait ça, vos implants dans le cerveau. Elle nous promettait de ne plus avoir de douleur physique, mais et non plus de douleur de cœur, d'ailleurs, derrière. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous, au quotidien, maintenant ? Alors, on parle d'une banalisation, je dirais, dans la façon dont en parlent les médias. Après, c'est intéressant de venir ici 4 ans après, puisque si on regarde les annonces sur les neurotechnologies, avec une augmentation de la mémoire, lutte contre les maladies neurodégénératives, immortalité, interface cerveau-machine, des choses que je peux critiquer parce qu'on les développe dans mon laboratoire, on observe quoi ? Un échec retentissant. Les électrodes, nous on vient d'avoir une ERC là-dessus, sont rejetées dans le cerveau. Dans les interfaces cerveau-machine, tous les protocoles dans le monde actuellement sont confrontés au rejet de l'électrode. L'immortalité, on découvre quoi sur les données médicales ? On découvre qu'au contraire, l'espérance de vie est en train de baisser dans les pays riches.
pour tout un tas de raisons. Vous parliez de la douleur, la crise des opiacés, l'environnement, donc on est très très loin d'atteindre l'immortalité. Et puis les rêves, le rêve le plus fou des transhumanistes, des charlatans transhumanistes, c'était de copier-coller le cerveau, de le modéliser. Et c'est quoi ça? C'est un gros projet européen, un flagship européen, qui a posé un problème majeur, dont on a changé le directeur et qui reposait sur une conception complètement techno-push du cerveau, cybernétique, qui est complètement dépassée maintenant. Donc je dirais que c'est assez intéressant parce qu'il y a une banalisation dans le discours, que tu décrivais très bien. Et puis après, si on regarde froidement du point de vue de où on en est, de l'efficacité médicale et des conceptions, c'est un flop total. Donc non seulement quand on a des conférences de style, si vous avez moins de 50 ans, vous allez connaître l'immortalité, vous vivrez éternellement, bonjour l'âge de la retraite, au passage, dans l'histoire, mais non seulement on nous vend du vent, mais aujourd'hui, on sait 4 ans, 5 ans après que c'est faux, c'est du fake news, ce sont des échecs scientifiques. Et alors, c'est des échecs par rapport à ce qui était promis, et en plus du point de vue de la conception du corps humain, donc par exemple du cerveau. Maintenant, on est dans des conceptions des neurosciences qui sont à l'opposé de ce que nous vendent les transhumanistes. Dans le cerveau, c'est pas du tout un ordinateur, c'est un réseau qui se reconstruit, il est dans votre estomac autant que dans votre cerveau. Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas avoir une maladie d'Alzheimer et bien apprendre? Il faut dormir, il faut oublier. Donc tout le contraire de cette vision des transhumanistes qui en même temps est erronée scientifiquement et puis qui en même temps nous vend une philosophie de la vie qui est complètement décalée. Jean-Michel Bennier, j'ai envie qu'on fasse le pont quand même du transhumanisme à l'intelligence artificielle, puisqu'autant il y a 4 ans, le transhumanisme était sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, depuis 2-3 ans, c'est l'intelligence artificielle qui est le remède de miracle sur toutes les lèvres. Et vous nous dites, attention, les deux, en réalité, dans notre imaginaire, sont nés. Alors quel est le lien entre transhumanisme d'un côté et intelligence artificielle de l'autre? Je dirais que l'intelligence artificielle est une partie, au départ, des spéculations transhumanistes. Dans l'acronyme NBIC, les intelligences artificielles est située dans le C, cognitive, sciences cognitives, intelligence artificielle, neurosciences. Il y avait un paquet, là, déjà, dans cette convergence des 4 disciplines reines que sont les nanos, les biotechnologies et les sciences de l'information. Donc, on pourrait dire que d'une certaine façon, c'est une partie qui a pris toute la place et toute la visibilité. Cela étant, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut simplement se donner un peu de recul pour faire un peu cette généalogie de l'intelligence artificielle, parce que on en parle depuis la fin des années 1940, 1948, lorsque Wiener écrit son gros livre Cybernetics. Il met au premier plan les promesses que réaliseront les instruments de modélisation et de simulation des comportements intelligents. On cherche à l'époque à savoir qu'est-ce que c'est au fond que l'intelligence. Le groupe des cybernéticiens est autour de cela, et très très vite ils en viennent à penser le pouvoir heuristique, comme on disait, des machines, et ce pouvoir heuristique des machines les a conduits tout naturellement à envisager la possibilité de réaliser un jour un organisme artificiel, et le concept d'intelligence artificielle est apparu à ce moment-là. Mais tout ça a fait flop assez rapidement. L'intelligence artificielle, c'était 3 choses à la fin des années 40. C'était ce qui deviendra les jeux vidéo, donc utilisation de technologies cognitives à des fins ludiques. C'était la machine à traduire, le rêve de réaliser un dispositif qui permettrait la traduction de toutes les langues. Et puis c'était les systèmes experts, les premiers systèmes experts en médecine, mycine, ça date des années 50. Bon, et tout ça, à l'époque, c'était simple. L'intelligence artificielle, c'était un outil dont on pouvait se servir ou ne pas se servir. Mais un outil qui pourrait, à terme, remplacer l'homme dans un certain nombre de tâches. C'est ça tout l'intérêt. Déjà, à l'époque, on distinguait entre l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. Et aujourd'hui, on ne rêve plus que d'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire une intelligence qui serait
consciente d'elle-même. Au fond, c'est ça, l'intelligence artificielle forte. C'est un dispositif donc de traitement d'informations qui permettrait de rétroagir sur elle-même et devenir forte et devenir autonome et en ce sens de nous rendre superflus. Oui, mais en quoi ça représente un danger que vous dénoncez? Finalement, l'intelligence artificielle aujourd'hui, le fait qu'un ordinateur analyse une radio, par exemple, un scanner, un IRM, mieux que l'homme, plus vite que l'homme, en quoi ça vous pose un problème éthique? Le problème éthique, je ne sais pas s'il faut d'emblée rentrer dans cette question, mais le problème éthique pour moi, il est simplement que cette intelligence artificielle a la prétention de nous rendre superflus, les uns et les autres, de nous rendre proprement superflus. Selon des modalités qui peuvent passer par un certain nombre d'étapes. L'intelligence artificielle, elle nous rend superflus au sens où nous ne sommes plus compétitifs avec les machines qu'elle alimente. Donc, le radiologue aujourd'hui se gratte la tête en se disant « mais oui, qu'est-ce que je vais devenir, moi ?» ou le chirurgien même. Enfin, donc, ce qui est devenu grave dans nos sociétés, c'est que ce ne sont plus seulement les emplois non qualifiés qui vont être remplacés, mais c'est les emplois qualifiés, hyper qualifiés. Et c'est ça qui nous traumatise le plus aujourd'hui, c'est de découvrir que ces dispositifs de l'intelligence artificielle ne vont pas soulager les travailleurs pénibles, mais ils vont également priver les travailleurs les plus qualifiés de leur job. Mais alors, je me tourne vers François Berger, vous êtes neuro-oncologue, vous devez regarder quand même des clichés de scanners, d'IRM ou autres à longueur de journée. Ça vous pose un problème que l'ordinateur il travaille mieux que vous? Alors, aucun problème, au contraire, parce que si je passe moins de temps à faire des tâches formelles automatiques, j'aurai plus de temps pour gérer l'humain. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la performance artificielle. C'est-à-dire, quelle différence qu'on comprenne bien entre les deux? Ce qu'on nous vend aujourd'hui, le suivi de radio, le suivi d'IRM, la détection de maladies de l'œil, l'analyse de fond d'œil, par exemple, comme de l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment très, très important à différencier. L'intelligence, il y a une construction autonome de la pensée. Clairement, là, on est devant quoi? On est devant des algorithmes qui sont effectivement tous assez anciens. Et ce qui est nouveau, c'est la performance des machines électroniques, des ordinateurs, qui sont devenus effectivement très, très, très performantes et qui peuvent faire très, très, très vite ce que nous, on fait très lentement. Donc, il y a effectivement les plus beaux exemples, c'est avec l'imagerie, la radiologie. Donc, pour la mammographie, actuellement, une machine va faire en quelques secondes ce qu'une dizaine de radiologues feraient en plusieurs jours. Donc, ça, c'est clair, c'est mettre des images et puis sortir des choses anormales. Donc, ça le fait très bien. Et tous les essais cliniques dans l'intelligence artificielle montrent que ça, c'est parfaitement fait. Après, il faut faire attention. Il y a eu très peu, ça faut le rappeler, c'est que dans tout ça, on nous vend du rêve et qu'on ne nous fait pas évaluer. Donc quand on évalue l'intelligence artificielle en radiologie, on gagne du temps. Et puis il y a eu des études qui ont été intéressantes, par exemple aux urgences, des gens qui arrivent avec un problème neurologique et puis ils ont un scanner. Donc on a demandé à 7 à 8 radiologues de faire un diagnostic, puis on a demandé à la performance artificielle de faire un diagnostic. Et le résultat est intéressant, l'essai est négatif. C'est-à-dire que les radiologues font mieux dans le diagnostic que l'intelligence artificielle. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que le radiologue, il a vu le patient et qu'il ne faut pas croire qu'un diagnostic, c'est une image. Un diagnostic, c'est sentir quelque chose chez un patient. C'est des choses extrêmement relationnelles aussi. Et l'intelligence artificielle, effectivement, elle fait en 30 secondes ce que les radiologues ont fait en 1 à 2 heures. Donc je vous rappelle, vous êtes aux urgences, vous allez attendre 2 à 3 heures. Donc ça veut dire que l'impact médico-économique, il est nul dans cette utilisation-là. Ouais, alors ceci dit, je vous retourne la question. On prend un cas qu'on a vu dans la presse régionale il y a quelques mois, d'une jeune femme, extrêmement belle, séduisante, très jeune, et qui va se plaindre de douleurs dans le sein, un premier généraliste.
Il dit, madame, c'est dans votre tête. Voilà. Deuxième généraliste, madame, c'est dans votre tête. Et puis voilà, un an et demi, on lui découvre une tumeur bien développée parce que, dit-elle, aucun médecin ne voulait la croire ou ne voulait admettre qu'à son âge, si jeune, elle ait pu développer un cancer du sein. J'ai envie de vous dire, l'intelligence artificielle, justement, elle n'a pas ce côté émotionnel et elle peut aussi, à contrario, imposer tout un protocole sans prendre ce recul émotionnel sur le patient. Alors, ceci dit, dans le cas que vous expliquez, ça veut dire est-ce qu'on va être confronté une fois par an à une intelligence artificielle qui va nous faire un screening de tout le corps? Parce que c'est un peu ça que vous... Alors ça, il faut faire très très attention parce que dans l'intelligence artificielle, dans la santé, on nous vend un concept dont on sait de plus en plus qu'il est faux, qui est celui de la prévention magique avec l'imagerie. Attention, au niveau du cancer de la prostate, au niveau de la mammographie, c'est pas si clair que ça. Donc je pense que ce type de checking automatique par de l'imagerie IA, je pense que ça ne marcherait pas. Après, ce que vous décrivez, c'est une faute médicale, donc il faut faire attention, parce que c'est un médecin qui n'écoute pas ses patients parce qu'il est fatigué ou qu'il veut gagner de l'argent. Donc ça n'a rien à voir avec ce pourquoi l'IA est là. Donc je pense qu'il ne faut pas mélanger. Jean-Michel Beignet, vous vouliez intervenir. Cela dit, sur le fond, cet exemple est assez éloquent, parce que vous me demandiez tout à l'heure, au fond, en quoi tout ça nous pose un problème éthique, que les machines fassent mieux que nous un certain nombre de choses, et peut-être de plus en plus de choses. Moi, je crois que si, cet exemple prouve bien qu'il y a quelque chose d'humiliant à constater que l'intelligence artificielle prend la relève de bon nombre de nos activités. C'est profondément humiliant. Un philosophe appelait ça la honte prométhéenne d'être soi. Nous découvrons, face à la puissance, à l'hyperpuissance de nos machines, notre grande faiblesse. Nous avons engendré des machines qui nous écrasent, littéralement. Et de fait, aujourd'hui, la résistance qu'on voit quand même se développer, votre exemple le révèle d'une certaine façon, c'est que on se rebiffe. On se rebiffe en disant, mais bon sang, l'intelligence humaine, ça n'est pas simplement la faculté de résoudre des problèmes. Si ça n'est que la faculté de résoudre des problèmes, alors effectivement, les machines font bien mieux que nous. L'intelligence, c'est aussi la faculté de résister aux automatismes. Si nous sommes intelligents, nous les humains, c'est parce que nous sommes capables de résister aux instincts, aux automatismes de nos comportements. Alors, on veut nous vendre de l'intelligence artificielle en oubliant cette dimension-là. Donc, il y a quelque chose qui, aujourd'hui, va réhabiliter, je pense, l'humain d'une façon générale et la relation humaine, parce que nous ne sommes pas, encore une fois, des dispositifs fonctionnant sur la base d'automatisme. Ouais, ceci dit, quand on prend des robots, par exemple, pour aller s'occuper dans des maisons de retraite de patients atteints d'Alzheimer, et que ça marche, ça marche. Il traite des patients qui sont malheureusement, souvent, réduits à l'élémentaire, réduits à des automatismes. Et c'est ça le grand paradoxe. Là aussi, vous pourriez me dire, je vais peut-être être brutal, mais qu'il marche très très bien avec les autistes, dont on sait que, effectivement, les troubles de la communication se soldent souvent chez eux par un certain nombre d'automatisme. Plus l'automatisme prend le pas sur l'humain, et plus effectivement les machines peuvent lui rendre des services. Donc, vous voyez, cette espèce de consentement, de servitude volontaire à l'égard de l'intelligence artificielle nous renvoie l'image de nous-mêmes, une image de nous-mêmes extrêmement défavorable. Donc c'est peut-être pas l'humanité qui est menacée par l'intelligence artificielle, mais c'est l'image que les humains se font d'eux-mêmes qui est en cause. Et ça peut être aussi extrêmement, extrêmement grave. François Verger. Moi, je voudrais réagir assez violemment sur la robotique pour les vieux dans les maisons de retraite. Ou pour les autistes chez les jeunes. Je trouve ça complètement scandaleux parce que c'est une évidence, vous parlez de l'émotionnel, qu'un patient atteint d'Alzheimer, et c'est d'ailleurs montré, a besoin d'émotionnel, a besoin de cognitif humain. Donc qu'on ne lui donne pas ça, c'est une faute. Et alors sur les autistes, alors là, attention, il n'y a aucune étude qui montre que ça a un intérêt.
Je vais être un peu provocant, mais c'est un peu développé. Et là, on est typique dans la gadgetonique robotique. Si ça sert pour l'autisme, et à mon avis, ça va plutôt aggraver les autistes, il faut faire des études randomisées, etc. Et ça, c'est typique de, comment dire, le roi Midas, c'est devenu l'IA. C'est-à-dire, allez, on met de l'IA et on met un robot avec des autistes, il n'y a pas d'études cliniques, et puis tous les médias s'enflamment. Attention, moi j'aurai un enfant autiste, j'aimerais pas que ce soit un robot qui le prenne en charge, parce que justement, on est dans des pathologies où la thérapie passe par l'émotionnel. Donc là vraiment... Ça, je peux vous assurer, pendant que c'est en test dans des hôpitaux français. Je voudrais revenir sur l'IA, parce qu'on a beaucoup parlé aussi ce matin, table ronde internationale. Alors l'IA avec le miracle de la donnée il la faut en masse. On a beaucoup parlé de la Chine, qui remonte des centaines de millions de données, entre autres. Alors vous êtes très, très, très critique sur les remontées de données et sur les qualités de la donnée qui remonte. Alors expliquez-nous un petit peu vos arguments. Alors ça, c'est extrêmement important. L'IA, c'est un outil pour traiter des données massives qu'on a parce qu'on est en échec thérapeutique, cancer neurodégénératif, on fait du séquençage, on fait de l'imagerie multimodale parce qu'on ne comprend rien, on a tout ça. Moi, j'ai ça dans mon laboratoire. Et donc, on se dit, l'IA va apporter quelque chose. Et pour que ça apporte quelque chose, il faut que ce soit des données de qualité. Donc actuellement, il y a une espèce de discours des politiques qui est de dire précipitons-nous de déréguler. Donc c'est l'open source de l'IA qui va tuer complètement la privacité de l'individu, parce qu'en Chine, ils sont en train de nous dépasser. Alors ça, c'est ce qu'on a entendu ici ce matin. C'est complètement faux. Je peux vous dire, la semaine prochaine, le cancéropole Clara nous emmène à faire un coup au médecin chinois. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Toutes les pharmas le savent. Quand on a des mauvaises données, quand on a des essais cliniques mal faits, qui ne coûtent pas cher, à la fin, on n'a rien. Et ce qui sort de mauvaises données, c'est des résultats négatifs. Donc actuellement, les Chinois, ils savent très bien ça. La structuration des essais cliniques en Chine va vers la rigueur. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment un discours qui est complètement faux. Vous insistez aussi beaucoup sur les biais sociaux au niveau de la collecte de données. C'est un très bel exemple. Actuellement, il y a tout un tas d'études sociologiques qui ont montré que dans une société raciste et qui va favoriser les hommes par rapport aux femmes... De plus de 50 ans. Blanc. L'IA, voilà. L'IA, a les mêmes biais. Et ça a été parfaitement démontré par des sociologues américains. Donc, en fait, l'IA intègre des données humaines et de l'émotionnel. D'ailleurs, vous disiez, il n'y a pas d'émotionnel dans l'IA, c'est faux. Parce que les données sont issues de l'homme. Donc vous avez tout l'émotionnel et toutes les dérives de la société dans les données traitées par l'IA. Alors poussons encore le cursus de la critique et remettons une couche par-dessus. Là aussi, critique très forte des algorithmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous pose problème dans les algorithmes ? Alors après, par rapport aux données, on a des lois en Europe qui sont extrêmement performantes, qui permettent d'avoir des données rigoureuses protégées. Et après, les algorithmes, tout à l'heure, voilà, autre glissement. Le médecin se trompe, ça c'est vrai. L'IA ne se trompe pas, mais ça c'est faux. Et c'est bien le problème des algorithmes. Quand vous utilisez quelque chose, donc ça va être un dispositif, l'équivalent d'un dispositif médical, qui va se tromper. C'est évident. Par exemple, la prédiction de l'efficacité de l'immunothérapie avec l'IA, c'est à 70%. Donc ça veut dire que vous allez donner un médicament qui peut tuer avec tout un tas d'erreurs, comme ferait le médecin. Donc là, qu'est-ce qui se passe comme problème ? Là, on est vraiment dans le cœur de la médecine. C'est l'IA, boîte noire, fait par un industriel, comment je contrôle ça ? Et puis, c'est la responsabilité légale. C'est-à-dire, si je tue le patient, parce que j'ai suivi l'IA, qui est responsable? Donc actuellement, c'est le médecin. Vous n'aurez jamais une IA autonome qui va signer quelque chose. Donc ça veut dire que pour prendre cette responsabilité-là, il faut qu'il y ait un essai clinique qui ait montré que vous améliorez le bénéfice médical rendu
en vous appuyant sur l'IA dans votre exercice médical. Et pour pousser la critique jusqu'au bout et atteindre une marche supplémentaire dans l'escalier, vous n'hésitez pas à attaquer de front les GAFA, par exemple, qui pourtant dépensent des sommes importantes là-dessus, mettent des moyens humains, surtout en centaines de personnes, en recherche autour de l'IA et du prédictif. Et vous n'hésitez pas à nous dire c'est du charlatanisme, tout ça. Alors là, faut être extrêmement rigoureux. Il ne faudrait surtout pas d'ailleurs que ce discours anti-GAFA que je revendique détruise. Il y a une vraie opportunité dans l'IA, il y a une vraie opportunité dans les neurotechnologies, mais il faut les faire de façon rigoureuse. Que font alors? Et en plus, le bilan, il est clair. Google X, les lentilles pour l'insuline, les lunettes connectées et la robotique de Boston Dynamics, tout ça, 5 ans après, c'est à la poubelle. C'est des milliards qui ont servi à rien. 23-24 mai, la boîte de séquençage qui a dépensé des milliards pour séquencer les Américains. Quel impact? Un seul, qui rapporte un petit peu d'argent, c'est retrouver sa généalogie. Très très peu de choses sont prédictives dans le génome. Donc, et les GAFA, qu'est-ce qu'elles nous vendent? Et ça, il faut lutter violemment contre ça. C'est une dérégulation totale. Et c'est de dire, attention, on est dans le bien-être. Donc, il faut déréguler. Il faut que les données soient marchandisées. Et il faut sortir de la régulation des dispositifs médicaux. Ça, c'est pas éthique, ça c'est pas de la médecine. François Berger, toujours question aux neurologues que vous êtes et aux chercheurs que vous êtes avant tout. Ce matin, un intervenant américain nous disait ici, à propos des données en masse en Chine, à un moment, même si la donnée n'est pas correcte, la masse de données va quand même limiter les biais et va limiter les erreurs d'analyse parce qu'on aura une telle masse que l'on s'en sort. Vous dites à l'inverse qu'aujourd'hui, aucune intelligence artificielle ne peut prendre en compte la totalité des facteurs qui influent sur l'individu. Il y a certes des facteurs physiologiques, voilà, notre pouls, notre tension, mais il y a d'autres choses qui rendent l'individu, il est inclus dans une famille, dans un élément social, dans une société, dans une entreprise, dans un élément environnemental, naturel, et vous me dites, aucun cerveau artificiel n'est capable de prendre en compte la totalité du biotype et du biotope d'une personne. Ça c'est extrêmement important, parce que vous voyez, une intelligence artificielle va reposer sur des images, sur de la génomique, par exemple. Donc ça, c'est important. Mais à côté de ça, c'est quoi un médecin ? Un médecin, c'est quelqu'un qui vous connaît, c'est un médecin de famille qui vous a vu depuis des années, qui connaît votre histoire, qui a intégré plein de choses, plein d'éléments émotionnels. Et ça, c'est un élément clé dans le diagnostic. Donc ça veut dire, oui, l'IA va faire gagner du temps, va faire gagner de la performance, mais sans cet élément-là, on fera de la mauvaise médecine, ça c'est sûr. Puis il y a un troisième élément à ajouter, c'est la liberté du patient de ne pas suivre la recommandation médicale, de mourir quand il a envie de mourir, de refuser les traitements. Et là, on est dans l'autre champ, c'est-à-dire le besoin du médecin, d'une relation qui donne un diagnostic valable au moment donné de l'évolution de la science, puis qui interagit avec le patient pour dire est-ce que je suis ce que dit le médecin ou pas. Et ça, c'est la liberté du patient. Alors là, on va s'arrêter vraiment quelques instants là-dessus, et aussi avec Jean-Michel Beignet, parce que c'est vraiment un terme important de la responsabilité du patient, du rôle du patient, mais aussi de l'influence qu'a l'IA sur le patient. Je prends un cas facile parce qu'il a été médiatique et que forcément sur l'ensemble de la planète, tout le monde en a entendu parler, c'est Angelina Jolie. Angelina Jolie qui fait le choix d'une mastectomie parce qu'elle a une probabilité importante de développer un cancer du sein ou même un cancer de l'utérus. Donc elle se fait retirer les seins par précaution. D'abord l'avis peut-être du médecin qui est aussi philosophe aussi, et ensuite l'avis du philosophe là-dessus. Alors là, vous évoquez la médecine prédictive. Alors il faut faire attention, il y a très peu de cas où la médecine est prédictive à ce point-là. C'est par exemple la Corée. Enfin, quand vous dites vous avez 70%, voilà. 80% de développer un cancer du sein, excusez-moi, mais c'est quand même assez précis. Voilà. Mais là, pour me mettre à la place, ça c'est le gène de susceptibilité au cancer du sein, où le risque de faire un cancer du sein est majeur. Autre histoire intéressante, c'est un des CIO de Google, dont la femme avait 23-24 mai, qui fait du séquençage, qui se fait séquencer le génome et qui réalise qu'il a le gène de la Parkin. Donc il aura 80% de risque de faire une maladie de Parkinson, ce qui explique plein de choses chez Google.
Donc là, après, vous êtes alors, aux États-Unis devant ce risque de cancer du sein. C'est une chirurgie très radicale. En France, on fait pas ça. Après, c'est un choix individuel. Mais je dirais malheureusement, parce que je dirais que quand on a un taux de prédictivité de 80%, là, c'est utile, c'est une génomique utile, ne serait-ce que par exemple pour le cancer de l'ovaire. Quand on a le gène de susceptibilité, il y a 80% de cancers de l'ovaire qui sont mortels. Donc je dirais que ça, pour moi, c'est de la bonne médecine. Et d'ailleurs, c'est étonnant, comme il y a une différence de perception américaine et française qui fait qu'on est choqué de ce que fait Angela Jolie en France, pas du tout aux États-Unis. Je dirais quelque part, pour moi, elle a raison, parce que le risque, il est énorme. Après, il faut bien voir que ça, c'est extrêmement minoritaire et que la prédictivité des données massives sur l'évolution de votre état de santé est extrêmement faible. Là, on est dans des cas caricaturaux qui ne doivent pas faire croire que grâce à l'IA, on est dans une prédictivité. Et personnellement, je pense que la prédictivité de l'évolution de l'humain, elle est extrêmement faible. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas votre génome, c'est votre épigénome, c'est votre alimentation, c'est l'environnement, c'est tout un tas de choses qui se mélangent et qui changent assez souvent. Jean-Michel Beignet. Écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de confusion finalement dans ce qu'on met en place là, parce que vous posiez la question de la responsabilité. Bon. Dans quelle situation peut-on être responsable ? Il y a au moins deux éléments. On est responsable quand on est capable de dire « je veux ». Donc d'être convaincu d'être l'auteur possible des actions que l'on mène. Si on n'est pas dans ce cas-là, on n'est pas responsable. Et puis on est responsable lorsque on a l'intention de faire ce qu'on fait. Donc là aussi. Pour être responsable, il faut croire que des choses peuvent être cause de certains effets. Si je dis ça, c'est qu'il faut être dans un contexte déterministe. Je suis responsable dans un monde où le déterminisme existe. Or, nous passons notre temps à saper cette conviction du déterminisme en disant le monde est tellement complexe que la seule approche qu'on peut en avoir, elle est statistique. Elle est statistique. Et dans un monde dominé par la statistique, vous n'êtes plus responsable. Il y a une dilution complète des responsabilités. Tout se passe à des échelons intermédiaires. On ne sait jamais ce qui a produit tel effet. Bon, tu le dis à propos de la génomique, c'est évident. Et je crois que Angelina Jolie, pour reprendre cet exemple, elle est entre guillemets, victime de cette conception statistique du monde qui lui fait réagir viscéralement, ou en tout cas, non, peut-être pas forcément raisonnablement, mais en tout cas qui lui fait prendre une décision qui n'est pas la décision de sa subjectivité, de son intention d'agir, mais qui lui est dictée par une approche purement statistique. Et ça, c'est très important, puisqu'en fait, il y a les statistiques. Tout à l'heure, vous disiez, si on prend toute la population chinoise, ça va mieux marcher. Attention, une décision médicale, vous êtes devant un individu et vous devez décider quelque chose. Et actuellement, l'enjeu de recherche majeur de l'IA, c'est comment je peux décider pas, et ça ne marche pas, il y a une grosse critique scientifique de l'IA à ce niveau-là, c'est-à-dire, est-ce que je vais mieux prédire parce que je mets des millions de personnes ? Ben non, parce que je vais diluer. Donc en fait, actuellement, l'enjeu, nous on essaie de lancer un protocole de recherche là-dessus, c'est je vais avoir que vos données à vous. C'est du n égale 1. Ça, c'est vraiment un élément très pointu de la recherche en IA. Et je vais avoir des données très précises sur votre individualité. Et là, je vais essayer de décider quelque chose pour vous tout seul. Et c'est complètement fou. Ça, c'est une recherche très minoritaire dans l'IA, parce que tout le monde est rentré. Ben oui, si on a toute la Chine, on va être super efficace. C'est faux, on va diluer. Pourquoi ? Parce que les maladies, c'est du n égale 1. On parle de prédictibilité, on parle d'intelligence artificielle, on parle de transhumanisme aussi. C'est notre rapport à la vie qui est en question dans cette chose-là. Les prédictions que sort l'IA, celles que vous nous citez depuis tout à l'heure, notamment en cancérologie, ce sont des prédictions de décès. Donc c'est bien notre rapport à la vie, notre rapport à la mort qui est en question dans ces recherches scientifiques. Je reprends deux phrases de Jean-Michel Beignet. Vous nous dites « Notre peur de mourir nous fait désirer l'immortalité
quitte à nous enfermer et à nous laisser ligoter. Et vous évoquez nos sociétés, en tout cas les sociétés, on va dire, du monde aujourd'hui occidental, qui seraient hantées par la frilosité et la sécurisation. Vous dites, nous sommes devenus des lâches. Oui, c'est brutal à dire, mais c'est pas très très nouveau non plus. Hein. Vous savez, au XIXe siècle, Tocqueville, qui décrivait l'avènement de la démocratie, disait la démocratie va donner plein pouvoir aux individus qui vont se découvrir très très vite complètement désarçonnés, qui vont finalement se dire que c'est extrêmement angoissant que d'être libre, et qui vont réclamer de plus en plus un État fort qui leur assurera des garanties, le travail, enfin, etc., etc. Donc cette idée que nous développons aujourd'hui des sociétés frileuses, c'est pas quelque chose de nouveau ni de bouleversant. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de mettre ça en perspective par rapport à des conceptions épistémologiques, pour employer un mot peut-être jargonneux ici. Mais nous aujourd'hui, l'individu, donc je le disais, il est de plus en plus dilué, il est de plus en plus considéré comme un simple support de données. Il a perdu la visibilité, et qu'est-ce qu'il veut? C'est de la sécurité. Et s'il a affaire à une biologie qui lui dit le vivant c'est de l'algorithme, eh bien, il est d'accord. Donc demain, l'individu il est rassuré en entendant se dire, écoutez, probabilité d'AVC 60%, probabilité d'accident cardiaque 45%, probabilité de cancer du poumon 70%, probabilité de cancer au niveau du cerveau, tumeur au cerveau 65%, Parkinson 80%. C'est rassurant, vous nous dites, pour un individu? C'est rassurant dans la mesure où, effectivement, la conséquence de ce palmarès, c'est qu'il y a des formules qui doivent pouvoir affronter le problème, mais il n'est pas en cause. Mais au fond, nous sommes de plus en plus, comme sont souvent, hélas, les patients dans les hôpitaux. L'infirmière peut leur parler à la troisième personne, alors ça va bien, etc. Et ils sont ligotés, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Enfin, l'infantilisation à l'hôpital, vous transférez ça à l'échelle de la société et vous avez la même chose. Le paradoxe est qu'on apporte avec la statistique et l'intelligence artificielle des probabilités que vous dénoncez tous les deux, que le patient prend comme sécure ou sécurisante, mais qui en réalité n'apporte aucun bienfait d'un point de vue médical, ou en tout cas aucun bienfait prouvé. C'est bien ça, si j'ai bien compris. Alors, il y a des IA qui ont été démontrées que, par exemple, la prédictivité de la réponse à l'immunothérapie avec une IA spécifique. Là, c'est les travaux de l'Institut Curie. On va effectivement avoir un groupe de patients qui gagnent 3 mois d'espérance de vie quand l'algorithme est positif. Donc on a des choses comme ça, mais on n'a rien du noir et blanc. C'est bien la difficulté. Et après, et ça, vous l'avez évoqué, faut bien voir c'est quoi le rôle du médecin. Le médecin, c'est pas un informaticien. Le médecin, ça restera, parce que les transhumanistes ont tort, quelqu'un qui a un rôle essentiel dans l'accompagnement de la mort. Et ça, c'est un rôle extrêmement noble du médecin. C'est justement d'accompagner chaque individu ici qui va mourir. Et ça, c'est un rôle extrêmement difficile qui montre bien qu'il faut un humain. Parce que je peux vous dire que mourir devant un ordinateur avec les statistiques et personne pour mettre en place une relation humaine, ça ne doit pas être très facile. Donc je crois que ce rôle-là, effectivement, on veut pas le voir, mais la mort est là, la mort sera toujours là, et c'est un champ de la médecine qui est extrêmement important. Les individus veulent se sentir en plus de sécurité par leur peur de mourir, du coup peut-être leur hésitation à vivre. C'est également la chose du côté des États. Ce matin, on a beaucoup parlé de la Chine qui collecte des millions, des milliards, je ne sais pas, de données sur ces patients. C'est le cas ailleurs aux États-Unis, c'est le cas aussi en Europe. Lorsque je reprends la feuille de route digitale qui a été donnée par le ministère de la Santé en France récemment par Agnès Buzyn pour aider à la digitalisation de la santé en France, il y a cette phrase à l'intérieur sur les données de santé au niveau de l'État et qui nous dit, alors je cite, « Les données de santé
financés par la solidarité nationale, constituent un patrimoine commun. Ces données doivent donc être mises pleinement au service du plus grand nombre dans le respect de l'éthique et des droits fondamentaux des citoyens. Il est primordial d'en garantir un accès aisé et unifié, transparent et sécurisé. Je voudrais votre réaction pour vous, philosophe Jean-Michel Beignet, sur cette idéologie de l'État. Nos données font partie du patrimoine national. Elles doivent donc être largement utilisées comme l'État le souhaite. Écoutez, c'est un des biais de l'ultralibéralisme, si vous voulez, hein, où finalement, il n'y a pas de privauté possible, tout est mis précisément sur le marché. Hein. Le marché est roi, et d'une certaine façon, les données sont les ingrédients du marché aujourd'hui. Hein. Et donc, ne pas parasiter ce marché en privatisant ou en imposant de l'opacité, c'est le b.a.-ba hein, de l'idéologie dominante qui est favorable au développement des technologies. Au-delà du libéralisme, vous me disiez, lorsque je vous citais cette phrase et que l'on préparait cette table ronde, que ça vous rappelait en fait certaines idéologies totalitaristes, dont l'idéologie républicaine, ici française, de la fin du XIXe siècle. Mais oui, enfin, l'État français qui est né au XIIIe siècle hein, est déjà né avec cette conviction que les individus que nous sommes ne s'appartiennent pas, n'appartiennent pas à des communautés d'élection, hein, mais sont mis en commun. Hein. Bon, les totalitarismes ont mis l'accent là-dessus de manière extrêmement dramatique, mais nous ne tirons aucune leçon des totalitarismes. Hein, et aujourd'hui, nous sommes prêts à considérer que les individus sont les éléments constitutifs des collectifs que sont les États, et en ce sens, ils n'ont aucun privilège sur eux-mêmes. Hein, dans le monde des biotechnologies, dans toutes les discussions aujourd'hui concernant la procréation médicalement assistée, par exemple, hein, on est prêt à dire que finalement, tout individu est dépositaire d'une volonté que d'autres peuvent s'arroger également. On est dans une espèce de pot commun, hein, les uns et les autres, et il n'y a pas de... C'est également une dérive de l'égalitarisme qui caractérise nos sociétés. L'égalitarisme poussé à son terme hein, conduit à cette espèce d'anonymisation des individus qui les rend malléables et manipulables. François Verger, pour le chercheur que vous êtes et qui a besoin de données en termes de recherche, est-ce qu'on est dans une vision totalitariste des choses, puisque le mot a été donné, le fait de reprendre les données des individus d'un État et de les mettre à disposition des chercheurs, parce qu'elles constituent le patrimoine de cet État? Alors, dans le fait de dire on va mettre les données open source, il faudrait relire ce que dit Madame Buzyn. Mais là, je mettrais trois warnings. Parce qu'en fait, le discours, pas de Madame Buzyn, qu'on entend quand même ambiant, c'est de dire prenons les données de tout le monde, parce que sinon les Chinois, vous l'avez dit, vont nous dépasser. Donc libéralisons les données. Alors là, il y a quand même 3 warnings. On a une loi européenne qui nous différencie de façon drastique des États-Unis ou de la Chine, qui vient d'être mis en place, qui nous oblige à des choses extrêmement lourdes et extrêmement protectrices pour les patients, et donc qui actuellement ne sont pas encore sur le terrain. Donc ça, c'est la RGPD. Voilà, il faut voir qu'il y a un état, quand même, il faut bien le dire, hein, de délabrement des infrastructures publiques dans les hôpitaux de santé, hein, parce qu'il faut avoir des hébergeurs labellisés. Et nous, actuellement, on est en train de faire un essai européen. La seule personne qui était capable de nous mettre ça, c'est une entreprise, Atos, avec des problématiques de cybersécurité, etc., qui sont extrêmement lourdes. Et on est à l'opposé de l'open source. Et après, quel est le danger de l'open source? Alors là, qui pose vraiment un problème énorme sur la problématique de la privacité, c'est qu'actuellement, et c'est bien la magie de l'IA et du big data, c'est que si j'ai accès
dans un serveur où vous êtes anonymé, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre à la place de votre nom, mais si j'ai accès à votre génome, si j'ai accès à votre activité cardiaque, c'est ce que vient de sortir l'armée américaine, et si j'ai accès à votre IRM, ben je saurai qui vous êtes. Donc ça veut dire que si je suis un employeur, si je suis une assurance et que c'est open source, ben, par exemple, je pourrais vous virer parce que vous avez gène de susceptibilité au cancer du sein ou je ne sais pas quelle maladie. Donc, Mais ceci dit, là, on nous promet quand même une anonymisation des données et le fait qu'on ne nous retrouvera jamais grâce à nos données. Ah ben, l'open source, si on est dans l'open source, ça veut dire que tout le monde a accès aux données. Donc en fait, ce discours sur l'open source qui est nouveau, hein, qui suppose de changer la loi. Hein. Le discours, alors Agnès Buzyn, j'ai pas vu, mais Macron, j'ai entendu son discours. Sauvons l'industrie française en générant l'open source des data, et pour ça, il faut modifier les lois éthiques. Parce que effectivement, vous aurez un gros risque pour la privacité. Mais vous, à la base, en tant que chercheur, ça ne vous faciliterait pas la vie, la vie de chercheur, d'avoir un accès simple à des données en masse, au moins sur plus d'une soixantaine de millions de personnes? De toutes les façons, ces données, elles ont une valeur que si elles sont dans des protocoles prospectifs, des choses contrôlées, dans le cadre de choses qui ressemblent à des essais cliniques de données. Et alors après, moi, en tant que chercheur, je suis pour l'open source, mais je suis tout à fait conscient qu'il y a un danger pour le citoyen si son génome est divulgué à tout le monde. Et donc là, je pense qu'il faut faire attention. Alors, quand on discute avec des spécialistes de la cybersécurité, etc., il y a des solutions, mais elles sont loin d'être évidentes. Jean-Michel Beignet. Je crois qu'on est en décalage par rapport à la situation que vous décrivez concernant la mise à disposition de toutes les données, la non-indisponibilité des corps, pour reprendre le lexique des lois de bioéthique. Parce qu'au fond, ces données, elles ne sont pas à mettre à disposition du chercheur, elles sont à mettre à disposition de machines qui, grâce aux vertus du deep learning, vont devenir de plus en plus compétentes pour répondre à quoi d'ailleurs? Pour imposer plutôt des choses. Donc j'ai l'impression qu'on est dans un monde où on essaie encore de s'accrocher aux branches en se disant on est aux commandes, et donc il faut rester sur le pont, et alors même qu'on est dans un contexte où on n'est plus aux commandes, comme le disait le rapport de la CNIL du mois de décembre 2017. Nous ne sommes plus aux commandes. Et donc ces données qui sont mises à disposition, elles sont mises à disposition de personnes en réalité, pas des chercheurs en tout cas, elles sont simplement brassées par des machines qui vont tirer en quelque sorte des éléments statistiques qui pourront orienter éventuellement nos actions, mais en tout cas ce n'est pas essentiellement à dessein de nous rendre des services qu'elles sont moulinées par des algorithmes, mais c'est pour accroître le pouvoir cognitif, entre guillemets, de ces machines. Lorsque l'on parle d'IA, lorsqu'on parle de machines, de deep learning et de leurs applications, notamment en termes de médecine, donc avec des patients humains en face d'eux, Jean-Michel Beignet, le philosophe et l'enseignant que vous avez été, que vous êtes toujours, est assez déconcerté, vous me dites, par le taux d'ignorance et de réflexion minimale des patients de manière générale. Mais c'est ça aussi l'intelligence artificielle, c'est le consentement à ne plus comprendre ce qui se passe et à se dire qu'il y a des machines qui savent bien mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est ça l'espèce de chose sous-jacente qui explique pour une part la fascination que l'intelligence artificielle exerce sur bon nombre d'entre nous. Ça n'est pas important de savoir comment est fabriqué un smartphone. Ce qu'on veut, nous, c'est l'utiliser. Donc l'ignorance, elle est presque intronisée là-dedans. Elle fait partie de la donne des technologies d'aujourd'hui. Mais c'est pas nouveau non plus. Au début de l'informatique, vous aviez déjà des informaticiens qui disaient qu'il est beaucoup plus facile de décrire comment on fabrique un ordinateur que de répondre à la question « qu'est-ce que peut faire l'ordinateur ?» Non, il y a un voile d'ignorance sur toutes ces choses-là auxquelles on s'habitue de plus en plus. Ignorance et responsabilité ou
déresponsabilisation des patients. François Viala n'est pas là, mais en tant que juriste, il pose crûment la question de qui est responsable in fine. La voiture de Google, lorsqu'elle a un accident, la voiture qui se conduit seule, qui est responsable? La voiture ou le programmateur derrière? Là, sur l'IA, qui est responsable? Est-ce que c'est le médecin qui présente des prédictions? Est-ce que c'est le programmateur qui a fait l'algorithme? Ou est-ce que c'est le patient qui l'accepte derrière? Là, à vous entendre, le patient va être complètement déresponsabilisé par ignorance. Non, mais c'est dommage effectivement que le juriste ne soit pas là. Bon, il se trouve qu'il y a une huitaine de jours, j'ai eu à dialoguer un peu longuement avec Alain Bensoussan, le juriste le plus connu dans le monde de la robotique, hein, et qui milite depuis pas mal d'années pour la responsabilité juridique du robot. Hein. Il dit voilà, il faut doter le robot d'une personnalité juridique, donc le rendre effectivement responsable. Il faut le rendre aussi solvable. Donc on va lui allouer une allocation universelle qui lui permettra d'être solvable. On est dans un monde assez fou, et que les juristes ne s'intéressent pas du tout à la question philosophique de la responsabilité, c'est pas tout à fait nouveau, mais là ça prend vraiment, c'est quelque chose de flagrant. J'objectais effectivement à Alain Bensoussan des choses que vous formulez là. Il a dit, mais moi, la subjectivité du robot, je m'en fous, comme je me fous bien de la subjectivité de l'être de droit que je vais défendre au tribunal. L'intention, je m'en moque. Je lui ai objecté qu'au Moyen-Âge, effectivement, on intentait des procès aux termites ou aux charançons qui avaient détérioré les champs ou les maisons. Bah, oui, il ne disconvenait pas de cela. Effectivement, peut-être qu'on est dans un contexte où on se débarrasse tellement de la subjectivité qu'on renoue avec des comportements animistes et on est prêt à accorder une personnalité, oui, à des machines, dans le même temps où, finalement, on ne s'inquiète pas trop de savoir qu'on est nous-mêmes de moins en moins responsables. Au fond, l'univers des machines nous simplifie, nous élémentarise de plus en plus, et du coup, on en arrive à ces paradoxes ou à ces monstruosités philosophiques qui consistent à dire le robot, il est responsable. François Verger, toute dernière question avant de laisser la parole à la salle. Vous nous avez parlé tout à l'heure, je crois, avec émotion, du rôle du médecin qui n'est pas forcément de soigner, qui est de soigner, mais qui peut être aussi d'accompagner un patient vers la mort, vers la fin de vie. Et vous nous rappelez que la médecine, c'est un ménage à plusieurs. Il y a un soigneur, il y a un médecin, il y a un patient qui demande à être soigné, et il y a un contexte émotionnel autour de tout cela. Et aujourd'hui, vous nous dites plus que jamais, vous appelez à vous éloigner du courant dominant qui va vers l'IA, la mécanisation, la prédiction, l'intelligence artificielle, pour revenir à ce courant encore minoritaire tout de même, qui est celui d'une médecine plus humaine. On en est rendu là aujourd'hui, François Berger? Alors, je pense qu'effectivement, il ne faut pas diaboliser, parce que si l'IA aide à faire gagner du temps sur la performance, on a plus de temps avec le patient. Donc, il ne faut pas vendre une médecine complètement techno-push. Puis après, il y a un élément fondamental qui a été permis probablement par une espèce d'impulse sociétal et puis un peu par la digitalisation de la médecine, c'est la prise de pouvoir du patient sur sa santé. Et ça, pour moi, c'est un élément essentiel, c'est-à-dire que maintenant, on voit arriver des patients qui ont été sur le web. Enfin, il y a tout un tas, c'est un élément C'est dur pour les important. médecins, ça, d'ailleurs, au passage. Beaucoup qui n'acceptent pas. Hein. Voilà. Et en fait, ils arrivent avec une connaissance des fois mieux que nous de tous les protocoles. Et là, c'est très difficile pour les patients d'avoir... Effectivement, vous vendez de la surconnaissance, mais il faut bien avoir une humilité de la médecine. C'est être confronté à une non-connaissance. Donc quand vous êtes un patient qui sait, ça veut dire que vous n'êtes pas Laurent Alexandre qui vend l'immortalité, vous êtes le patient qui est confronté à la vérité. C'est-à-dire que globalement, c'est difficile et qu'il va probablement mourir. Donc là, vous avez une relation, je dirais, à 2 ou à 3, avec les algorithmes, le monde digital, vous et puis le patient, qui devient en quelque sorte un médecin. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement intéressant. C'est une co-responsabilité, c'est quelque chose qu'il faut construire, qu'il faut que les médecins acceptent. C'est un peu difficile pour le patient.
Et là, ça va donner plus de... Ça sera peut-être une médecine augmentée. Parce que plus relationnelle. Avec un changement de culture, donc à prévoir. Merci à tous les deux, on peut les applaudir pour cette table ronde.